Nous joindre par téléphone. Notre thématique aujourd'hui, en fait, parlera à beaucoup de gens, ça nous concerne tous, mais en fait, on n'en a pas toujours conscience. En fait, c'est la fatigue cognitive ou la fatigue mentale. C'est un épuisement profond. En fait, qu'on a l'impression que c'est juste une sensation de lassitude, mais en fait, c'est vraiment un épuisement profond qui va donc altérer le cerveau, ça va altérer notre concentration, notre mémorisation et même notre communication. Et en fait, les personnes qui souffrent donc de cette fatigue cognitive n'ont pas vraiment toujours conscience et en même temps aussi l'entourage n'est pas toujours au courant que cette personne est en fatigue mentale ou en fatigue cognitive. Voilà, donc ça sera notre thématique. Et pourquoi on en parle? Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous est dans cette situation. C'est une période d'examen, une période cruciale, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, puisque donc le BEM est terminé. Donc ces parents-là, ces familles-là sont soulagés. Il reste encore les bacheliers, donc c'est dans quelques jours et nous leur souhaitons donc beaucoup de réussite et surtout cette capacité de pouvoir se concentrer et surtout réussir leur examen. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui donc avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Farah Kirwani. Bonjour Farah. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Donc vous êtes orthophoniste? Oui, je suis orthophoniste spécialiste en pathologie du langage et de la communication installée en libéral. Très bien, merci donc merci de pour votre l'invitation. Nous sommes ravis donc de vous recevoir. C'est une première pour vous? Oui, c'est moi. En tout cas, on est ravis. J'espère que je suis certaine que ça se passera très très bien. Merci. Et nous avons le plaisir de recevoir aussi Rima Bouyakoub. Voilà, donc Rima Bouyakoub, vous êtes ergothérapeute. Oui, donc les ergothérapeutes, c'est des professionnels de la réadaptation. On travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, soit d'ordre psychique ou d'ordre physique. On les accompagne pour retrouver une meilleure autonomie possible dans leur quotidien. Très bien, très bien. Merci en tout cas d'être là. Merci pour l'invitation. Donc ça va être la thématique de ce matin dans notre émission Ma famille, ma vie. Mais bien entendu, toujours avant de démarrer l'émission, quelques petits conseils pratiques et l'info du jour. Aujourd'hui, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Tout de suite. Alors, l'info du jour aujourd'hui, ce sont des aliments que nous avons tous dans nos cuisines. Nous cuisinons énormément, si ce n'est pas quotidiennement avec. Nous allons parler des oignons, de l'ail et surtout de la pomme de terre. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, très souvent, on se retrouve un petit peu, on va dire, en difficulté devant certaines pommes de terre qui ont commencé à germer. Et en fait, on ne sait pas toujours quoi faire. Certains vont carrément les prendre et les jeter, d'autres, ils vont en fait juste enlever le germe. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce que nous pouvons donc consommer ces pommes de terre qui ont germé ou non? Au contraire, peut-être qu'elles sont nocives ou toxiques pour la santé. En fait, tout dépendra du germe que vous aurez au niveau de vos pommes de terre. Si les germes sont tout petits, ils viennent juste d'apparaître, ils ont quelques millimètres, jusqu'à 5 millimètres. En fait, ce qu'on fera, c'est tout simplement, on va éplucher, on enlèvera le germe et on pourra la consommer tranquillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la pomme de terre commence à germer, il y a une espèce de toxine qui se développe à l'intérieur et c'est surtout quand elle devient verte. C'est surtout là où il faut absolument couper toute la partie verte. Si on est des économes, si on est quelqu'un d'économe et qui n'aime pas le gaspillage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute la partie qui est verte et on pourra garder l'autre partie qui est saine. Par contre, si vos pommes de terre ont énormément germé, donc le germe dépasse 3-4 cm, là par contre, la pomme de terre, tout le légume sera, on va dire, indigeste. Il ne sera pas toxique. C'est clair que ça ne va pas être toxique, on ne risque pas d'avoir de gros problèmes, mais quand même pour les estomacs fragiles, ça peut causer certaines indigestions. Donc évitez de préférence quand elles sont dans cet état-là. Bien entendu, si elles sont pas fermes, il faudra directement les jeter. Quand elles sont un petit peu molles, un petit peu flétries, là aussi, de préférence, il ne faut pas les consommer parce que le taux de toxines à l'intérieur est très élevé. Ça, c'est en ce qui concerne les pommes de terre. Pour les oignons et pour l'ail, c'est différent en fait. La façon dont ces plantes se développent est différente. En fait, il n'y a pas de toxines au niveau de l'oignon et de l'ail puisqu'on sait très bien qu'on peut consommer l'oignon vert quand il est juste, on va dire, en état de germination. On peut le consommer. C'est très apprécié aussi donc chez nous et même dans tout le bassin méditerranéen. Et pour l'ail, en fait, ça va être un peu différent. Le germe de l'ail est indigeste. De préférence, quand on a de l'ail qui a commencé à germer, ce qu'on fera, c'est qu'on va le couper en deux. On enlèvera le germe et on pourra cuisiner le reste, la partie qui reste de notre ail. Voilà.
Alors, pour la conservation, ce qu'il faudra faire, c'est éviter de les mettre comme on a l'habitude de faire, on le fait trop souvent. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps. C'est par exemple le mettre sur le balcon parce que tout simplement, il y aura énormément de luminosité et de chaleur. Et de préférence, si on veut donc mettre à l'abri et surtout les conserver pendant le plus longtemps, donc nos pommes de terre, on les mettra de préférence à l'abri de la lumière dans un endroit qui sera frais. Bon, on ne peut pas le mettre au réfrigérateur, ce n'est pas aussi une solution, mais en fait, on essaiera comme de le mettre dans une partie de notre cuisine ou d'un placard où il sera à l'abri de la lumière et aussi donc un endroit qui sera frais. Idem aussi pour l'ail et l'oignon. Certains le consomment, par exemple l'ail, certains pardon, le conservent dans le réfrigérateur, d'autres le laissent à l'air libre, mais toujours le mettre dans un endroit fermé et à l'abri de la lumière. Il se conservera le plus longtemps possible. Et pour ceux qui aiment la facilité, en ce qui concerne l'ail, moi personnellement aussi je le fais, c'est que je vais râper mon ail, je vais râper une grosse quantité d'ail, je le mettrai dans un bocal avec de l'huile, ou de l'huile d'olive ou de l'huile de table ordinaire avec beaucoup de sel et on mettra ça au réfrigérateur et ça sera très pratique. Quand on est pressé, on rentre à la maison et qu'on a envie de cuisiner rapidement, éplucher l'ail, c'est un petit peu long, un peu fastidieux, ça sera beaucoup plus simple et ça nous fera gagner du temps. Voilà, donc c'était l'info du jour en ce qui concerne donc pommes de terre, ail et oignons. Voilà, ça c'était pour l'info du jour. Et nous allons revenir donc à notre thématique principale. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui donc avec nos spécialistes de fatigue cognitive, surtout la fatigue mentale. Donc c'est vraiment le fléau du siècle, le stress, la fatigue, le surmenage. Ce n'est pas que physique, mais c'est aussi mental. Vous allez voir que les symptômes sont différents d'une personne à une autre et surtout qu'il existe heureusement des solutions. Donc, bien entendu, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc, le numéro va s'afficher en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler si vous êtes dans cette situation ou s'il y a une personne de votre entourage aussi donc, qui souffre de cette fatigue cognitive. Vous pouvez donc nous appeler, nous témoigner, nous dire un petit peu comment ça se passe et surtout comment vous avez réussi à surmonter cette étape-là. Je vais commencer donc par vous, Madame Bouyakoub. Donc, vous voulez bien nous réexpliquer qu'est-ce que exactement donc l'ergothérapie? Alors oui, c'est une profession qui va s'intéresser aux habitudes de vie de la personne et son environnement. Cette personne va souffrir d'un certain handicap, que ce soit d'ordre physique, par exemple une personne hémiplégique, donc en neurologie, ou bien d'ordre psychique, donc on est plus en psychiatrie adulte, avec des personnes qui souffrent de dépression, ou bien de schizophrénie, etc. Même avec les enfants qui souffrent par exemple d'autisme, etc. Donc l'ergothérapeute a cette vision holistique qui va s'intéresser aux caractéristiques de la personne, à son mode de vie, ses habitudes de vie, comment il les réalise, ses difficultés, ses obstacles, mais aussi ses facilitateurs dont on va bien sûr s'appuyer pour pouvoir l'accompagner vers une meilleure autonomie, pour qu'il puisse retrouver une meilleure qualité de vie et favoriser un peu sa participation aux habitudes de vie de manière satisfaisante et optimale. Alors, d'une manière très simple, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer simplement qu'est-ce qu'exactement la fatigue cognitive? Oui, alors c'est un état d'épuisement mental qui va affecter les fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention. Après, on a 3 types d'attention: l'attention soutenue, sélective et partagée. Le raisonnement, l'organisation, c'est des fonctions exécutives un peu plus développées, etc. Il peut être dû à, on va dire, un état d'effort intellectuel intense et important pendant une certaine période prolongée qui va faire que la personne va s'épuiser. Il peut être aussi dû à un stress chronique, à une forte demande sur le plan travail, par exemple. Elle a vécu des situations où elle était obligée de rendre des projets dans un bref délai, etc. Il peut s'agir aussi d'un burn-out, par exemple, comme il peut s'agir aussi d'un tableau clinique de certaines maladies en santé mentale, telles que la dépression, telles que l'anxiété. En neurologie, on va retrouver des maladies neurodégénératives aussi, dont les personnes vont rapporter cette fatigue cognitive, telles que le Parkinson, après un traumatisme crânien aussi. Donc, ça peut faire partie d'un tableau d'une certaine pathologie, ou bien juste d'un état de surmenage, et ça nécessite uniquement un certain repos pour récupérer. D'accord. Et il y a certains niveaux donc de fatigue mentale. Est-ce qu'il y a des niveaux, on va dire, plus prononcés les uns que les autres? Oui, bien sûr. On doit faire une évaluation tout d'abord pour classer un peu, est-ce qu'on est dans des troubles cognitifs légers, modérés
modéré à sévère. Dans le cas où c'est des difficultés cognitives sévères, on va faire encore des évaluations plus poussées pour rechercher la cause. Et à côté, on a le tableau clinique dont le médecin va encore explorer un peu plus. D'accord. Madame Kerouani, donc vous en tant qu'orthophoniste, comment comment qu'on reconnaît cette fatigue mentale au niveau de la communication et du langage? Donc comment vous arrivez un petit peu à situer donc, ces troubles? Ben justement, quand le langage est déjà une fonction cognitive, donc si les fonctions cognitives et si le cerveau est fatigué, c'est tout à fait normal que ces fonctions-là vont être justement altérées. Donc par rapport à la communication et au langage, on trouve justement des personnes qui se plaignent du manque du mot, ou par exemple... Donc en fait, on cherche le mot et on ne le trouve pas? Oui, exactement. Ils cherchent les mots, ils ne trouvent pas ces mots. Ou bien chez les enfants, ils trouvent du mal à faire des rédactions dans les expressions écrites et l'apprentissage justement de ces oui, en fait, ces exercices, par exemple, s'il y a des exercices à faire, des devoirs à la maison et tout. Des devoirs à faire ou lors des examens et tout. Donc là, la langue ou bien sûr le langage, s'il est atteint, c'est les fonctions cognitives, c'est les fonctions supérieures du cerveau qui sont atteintes. Donc c'est uniquement au niveau du langage, ce n'est pas au niveau de l'écrit, ou ça peut être les deux? Si, comme on peut trouver sur le langage oral, ces causes justement, ça peut manifester sur le langage écrit. Comme je vous ai dit, c'est la rédaction, l'expression écrite, et justement l'enfant ne peut pas justement les troubles de mémoire et tout, l'enfant ne peut pas justement récupérer les informations dans le cerveau. D'accord, très bien. Alors, donc, quelles sont les causes les plus fréquentes donc, de fatigue mentale? C'est généralement dû au quotidien de la personne, la nature de son travail, ses responsabilités à côté. Prends l'exemple d'une personne qui va gérer plusieurs tâches dans la journée et qui a beaucoup de responsabilités, etc., sans prendre de pause ou de repos. Il y a par exemple des personnes qui vont enchaîner même le week-end, le travail, sont en train de vérifier l'email, de répondre à des appels téléphoniques, donc ça ne prend pas de pause. Et sur des mois, bien sûr, on va arriver à un état d'épuisement. Il y a aussi la nature du travail ou bien du quotidien un peu stressant qui va mettre la personne toujours alerte, qu'elle doit toujours rendre des comptes, qu'elle va toujours avoir, on va dire, un poids important sur le travail qu'elle va effectuer, gérer des responsabilités entre-temps. Donc ce stress chronique aussi, qui va libérer le cortisol, la fameuse hormone du stress, qui va un peu nuire à nos cellules nerveuses. Donc ça va beaucoup impacter les fonctions de la personne. Donc à la longue, la personne va être amenée à consulter parce qu'elle n'arrive pas à joindre un peu les deux bouts. Voilà. Il y a aussi certaines pathologies dans la dépression. Donc dans le tableau dépressif, on retrouve généralement ce déclin cognitif important. Il y a aussi d'autres pathologies d'ordre neurodégénératif. Très bien. Donc, toutes les personnes peuvent être dans cet état d'épuisement, parce que là, on parle par exemple de personnes qui ont un poste à responsabilité, qui, comme vous venez de dire, qui est amené à travailler des semaines entières, même peut-être tard le soir. Mais est-ce que, par exemple, on va parler par exemple d'une maman qui est à la maison et qui a on va dire qui ne travaille pas, qui est plutôt mère au foyer. Est-ce qu'elle aussi peut tomber dans ce genre? Elle peut souffrir d'une charge mentale importante si elle a beaucoup de choses à gérer les enfants, le foyer, faire les courses, etc. Et aussi, elle ne va pas bénéficier d'un temps de repos. Donc, à la longue, oui, elle peut être tout à fait concernée. Après, on va retrouver des plaintes qui vont du jeune lycéen au jeune étudiant jusqu'à l'adulte travailleur, jusqu'à des personnes âgées qui, suite à l'âge, on va remarquer aussi un certain ralentissement par rapport aux fonctions cognitives. Et je rajoute, de nos jours aussi, on trouve les mamans qui font l'enseignant à la maison aussi. Ils ne font pas juste les travaux de la maison ou de la vie quotidienne, mais donc, aussi... Oui, pas uniquement les tâches. Donc exactement, les tâches qui encombrent justement la vie quotidienne, mais aussi on trouve des mamans qui font des devoirs à la maison, qui font des travaux,
Et voilà. Donc, absolument. Voilà. On en parle très souvent. Donc c'est vraiment ces derniers temps, Oui. on en parle, on en revient. Donc cette pression qui pèse sur la maman et qu'elle fait peser aussi sur les enfants, c'est comme on dit, c'est pas intentionnel, c'est pas vraiment comme on dit, c'est pas volontaire. Mais en fait, ce stress, elle va le transmettre systématiquement à son enfant. Oui. Et en fait, tout le monde, toute la petite cellule familiale peut être en surcharge mentale. Oui. Voilà. Oui, ça va impacter énormément la qualité de vie de la maman, de son entourage et nuire à son bien-être. Alors, quels sont les signes spécifiques d'une fatigue mentale? Qu'est-ce qui pourrait vraiment nous alerter? Est-ce que, par exemple, je vais devant mon frigo, j'ouvre le réfrigérateur et je ne sais plus ce que je suis venue chercher? Est-ce que je peux dire tout de suite m'alarmer et me dire, ah oui, c'est bon, parce que tout de suite, on va dans on va dire un petit peu comme ça, dans des délires, on se dit, ah, je sais pas, peut-être que j'ai Alzheimer, c'est un début d'Alzheimer, un truc comme ça. Voilà. En fait, il y a plusieurs exemples qu'on peut rapporter au quotidien. On commence par la mémorisation, donc les oublis fréquents, oublis où j'ai déposé mes objets, mes documents importants, mes clés de voiture par exemple, mon téléphone et tout ça. Ça va aussi à la difficulté d'apprendre une nouvelle chose, donc assimiler l'information et la traiter. Ça concerne la mémoire de travail en fait, c'est la mémoire dont on a besoin pour apprendre une nouvelle tâche. En fait, il y a différents types de mémoire. Oui, il y a la mémoire courte, la mémoire longue, il y a aussi la mémoire de travail qui est souvent, c'est là où la difficulté est plus rapportée parce que c'est tous les jours qu'on travaille avec cette mémoire, on va dire, parce qu'on apprend de nouvelles choses ou bien on traite une information pour que la suite on puisse l'utiliser. Il y a aussi ce ralentissement de la pensée. Je suis en conversation avec vous et j'ai du mal un peu à retrouver les mots qu'il faut. J'ai du mal à développer mon idée, aller jusqu'au bout du message que je veux faire passer. Il y a aussi l'attention qui peut être atteinte. L'attention, c'est la capacité de se concentrer. On a l'attention soutenue, c'est être concentré du début de la tâche jusqu'à la fin. Sans interruption, c'est le focus même. Donc il y a des personnes qui sont distraites, qui n'arrivent pas à maintenir leur concentration. Par exemple, pour lire un paragraphe, je dois le répéter 3 fois pour comprendre un peu le contenu parce que je n'arrive pas à maintenir ma concentration. En fait, on peut lire le paragraphe, mais en fait, c'est pas d'avoir rien compris, mais en fait, il n'y a rien qui a été... Voilà, où il y a des moments d'absence comme ça parce que je ne suis pas concentrée. Et il y a l'attention sélective, qui concerne le fait de rester concentré sur une tâche en ignorant tout ce qu'il y a autour comme stimuli. Par exemple, je suis en train de faire la conversation avec vous et en même temps j'ignore les bruits sonores qu'il y a à côté, les personnes qui peuvent passer sur mon champ visuel, etc. Il y a aussi l'attention partagée, faire 2 tâches en même temps, ça concerne beaucoup les mamans. Ça concerne beaucoup les mamans, 2 tâches, 3 tâches, peut-être même voire plus. Hein. Exactement, parler au téléphone, surveiller les enfants, faire la cuisine, etc. Donc à la longue, la maman va s'épuiser. Donc c'est un exemple vraiment typique. Voilà, je rajoute, ce type, il est très très développé chez la femme. Voilà, ce type de mémoire. En fait, on dit que les femmes ont cette capacité de pouvoir faire plusieurs tâches à la fois. Oui, voilà. Après, on va arriver à la vitesse de traitement de l'information. Donc, les personnes auront l'impression d'être vraiment ralenties. Par exemple, elle va vous dire que d'habitude, je faisais rapidement certaines tâches. Là, je trouve vraiment des difficultés à organiser, à planifier aussi la tâche. On prend un exemple, par exemple, d'une secrétaire. On va lui demander d'organiser une réunion, donc d'appeler les personnes concernées, de trouver l'horaire qui va convenir à tout le monde, de préparer des documents, faire des photocopie. Donc, elle va perdre pied entre tout ça. Voilà, il y a aussi le raisonnement. Le raisonnement, c'est ce qui va nous permettre de résoudre certains problèmes au quotidien, avoir cette suite logique pour résoudre un certain problème. À côté, il y a la flexibilité mentale qui va nous permettre, si ça ne marche pas, le plan A, on passe à un plan B. Donc, il y a des personnes qui vont rester bloquées dans cette situation problématique et ne pas pouvoir faire preuve de flexibilité mentale. Donc, vous voyez, les exemples sont très variés, c'est très différent d'une personne ou d'une autre, selon aussi la nature de son travail, de son quotidien, de ses responsabilités. D'accord. Donc, par exemple, en ce qui vous concerne, à partir de combien, par exemple, de mots qui vont nous manquer, à partir de combien de mots par jour il faut commencer, par exemple, à s'alarmer? On ne parle pas, justement... Voilà, justement, comment est-ce qu'on pourrait savoir à quel moment on s'inquiète? Mais justement, de la saturation de la personne,
dans la vie quotidienne par rapport justement aux fonctions cognitives, problèmes de mémorisation, attention, concentration, elle perd ses mots. Donc si le tableau clinique, on trouve ce tableau clinique chez une personne, on peut dire que cette personne est en surcharge cognitive. Et là, bien sûr, on doit mettre l'évaluation clinique, l'évaluation pluridisciplinaire, le médecin psychiatre ou pédopsychiatre si c'est un enfant, le psychologue clinicien et l'orthophoniste justement pour déterminer et pour éliminer justement tout problème organique. Parce que des fois, on reçoit des personnes en réalité qui ne se plaignent pas du difficulté ou bien fatigue cognitive proprement dite, oui, absolument. Mais des fois c'est un manque de concentration, c'est troubles de mémoire, difficulté à résoudre certains problèmes de flexibilité et tout. Et là, durant l'évaluation clinique, on peut justement détecter le vrai problème pour pouvoir aider cette personne justement à faire face. Combien dure un petit peu pour détecter exactement, donc pour faire cet examen clinique? Ça prend combien de temps approximativement? Justement, on peut prendre une quinzaine de jours par rapport justement à la collaboration entre les différentes spécialistes, les différents spécialistes comme psychiatres, psychologues, cliniciens. On voit s'il y a une phobie derrière, quelles sont les causes de cette fatigue cognitive. Parce que des fois, c'est juste passagère. C'est pas vraiment une fatigue cognitive. C'est un temps de frustration, des moments par exemple d'examen, par exemple comme chez les enfants ou chez les bacheliers entre autres. Donc c'est juste périodique. C'est pas vraiment une fatigue cognitive. Mais si on fait l'évaluation, l'évaluation clinique, le médecin va justement donner des analyses à faire, des examens complémentaires et tout, pour serrer justement et savoir que c'est une vraie fatigue cognitive et c'est pas juste un truc passager ou bien... Voilà. Donc il faut quand même s'inquiéter au bout de quelques mois. Donc si ça persiste, oui, au bout si de ça persiste, quelques justement, mois, si elle est prolongée, si ça persiste, il faut consulter. Il ne faut pas dire que c'est rien, ouais, ça va passer. On a toujours un petit peu tendance à minimiser les choses, mais en fait c'est vraiment des choses qu'il faut prendre au sérieux. Voilà. Donc parce qu'en fait ça peut mener vers des problèmes, on va dire beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Donc, dites-nous un petit peu, comment vous, en tant qu'ergothérapeute, comment vous arrivez un petit peu à aider vos patients? De quelle manière vous... Oui, alors après avoir fait l'évaluation, comme dit la collègue, donc c'est une évaluation générale qui va nous permettre un peu de scorer, donc quel état on est dans le léger, le modéré au sévère, etc. Aussi, on travaille en étroite collaboration parce que c'est pas à nous en fait d'établir le diagnostic. Si la prescription est faite, parce qu'on travaille sous prescription médicale, le médecin, le psychiatre par exemple, va nous l'orienter pour des séances de remédiation cognitive par exemple. Donc c'est des exercices qui vont se faire sur papier crayon ou bien des exercices informatisés où la personne va stimuler les fonctions cognitives qu'on a citées tout à l'heure et aussi travailler des stratégies au fur et à mesure. Il y a des stratégies adaptatives. Après, il faut connaître le profil de fonctionnement de la personne. Par exemple, moi, je suis une personne, on va toutes les deux réviser un cours. Donc, moi, j'aurais tendance à le répéter à haute voix pour mieux le comprendre. Oui. J'aurais un profil sensoriel qui est porté sur l'audition. Par contre, vous allez utiliser une autre stratégie, celle, par exemple, de faire un résumé, d'utiliser des couleurs, des cartes mentales, un schéma. Donc, ce sera plus efficace pour vous. Donc, ce qui est efficace pour vous n'est pas forcément pour moi et pour l'autre, etc. Il y a aussi l'environnement même, le fait de travailler dans une pièce calme, dans une pièce où il n'y a personne. Et par exemple, une autre personne qui va préférer travailler dans une bibliothèque et ça va pas lui poser problème le fait qu'il y a des personnes autour, etc. Donc, une fois que les personnes comprennent leur profil de fonctionnement, vont adopter des stratégies qui vont avec. Et ça se fait pas bien sûr la veille. Il faut quelques mois quand même de préparation pour essayer de trouver la stratégie qui convient. Si la remédiation cognitive, en fait, elle est réservée pour les personnes qui ont des troubles sévères, dans notre cas, mais sinon, on peut aussi trouver d'autres alternatives s'il s'agit juste d'un état d'épuisement et que la personne avec le repos, elle va récupérer. On va essayer de lui conseiller de faire d'autres activités à côté, par exemple la lecture qui va enrichir le vocabulaire, favoriser l'attention, etc.
L'écriture aussi, le fait de prendre des notes, ça permet à la personne d'organiser ses idées et de maintenir son attention. Jouer aux jeux d'échecs, les jeux de société, donc les jeux de société aussi, c'est les jeux de cartes et tout ça, ça stimule les fonctions cognitives, l'attention, et ça favorise aussi le travail des stratégies à long terme. Il y a aussi l'activité physique. Vous allez me dire c'est quoi le lien, parce que l'activité physique, ça permet une meilleure circulation du sang et du coup favoriser la neurogénèse. Donc c'est aussi le fait d'avoir une activité physique adaptée régulière, ça peut aussi aider la personne à se sentir mieux. Et voilà, je pense que... De nos jours aussi, on parle de la gymnastique mentale. Oui. C'est des activités physiques, c'est des stimulations cérébrales qui vont directement au cerveau et ça stimule justement l'attention, la concentration, la mémorisation et tout ce qui s'ensuit sur justement ces fonctions supérieures du cerveau. On parle aussi, un nouveau terme, c'est le brain gym. C'est la gymnastique mentale, là où il y a des exercices physiques mais qui ont un impact sur le cerveau. Voilà, il y a plusieurs exercices qui ont vraiment un impact très positif sur le cerveau. Quel exercice, par exemple, on pourrait donner à nos téléspectateurs quelque chose de, on va dire, de facile, hein? On va essayer vraiment de leur faciliter la vie. Il y a le geste Infinity. Son but vraiment, c'est de stimuler les deux hémisphères cérébrales. C'est dessiner sur un papier crayon, dessiner justement le 8 allongé, c'est Infinity. Voilà, donc c'est le va-et-vient qui va stimuler le cerveau et va justement faire justement le sport. C'est le sport du cerveau. D'accord. Donc encore, oui. Il y a aussi les activités créatives aussi qui stimulent le cerveau, activités de type artistique, etc. Quel genre, par exemple, d'activité? On peut la mosaïque, la peinture, etc. Donc ça permet à la personne de travailler dans un contexte qui est un peu ludique, un peu agréable, sans trop de pression. Elle n'est pas tenue par un résultat parfait, mais c'est juste elle est là en train de travailler sa créativité et les fonctions avec. Est-ce que, par exemple, autrefois, nos grands-mères et nos mamans avaient, on va dire, cette opportunité de faire de l'exercice mental, par exemple avec le crochet et avec des aiguilles. Donc ce sont des activités qui reviennent, qui sont très très à la mode. Donc on voit énormément de personnes qui s'inscrivent comme ça pour aller apprendre. Mais en fait, il y a énormément de bénéfices derrière juste cette impression d'avoir fait un ouvrage. Il y a quand même toute cette... Il y a l'aspect cognitif, mais il y a aussi cette sensation de plaisir, de détente qui va un peu leur permettre de gérer le stress au quotidien, diminuer la fatigue, le stress. Il y a aussi une histoire de calcul à l'intérieur, parce qu'il faut calculer, ne pas oublier, se souvenir. Voilà, donc c'est déjà une stimulation cérébrale. Il y a aussi le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est important, ça, on en parle très souvent, de dire, donc de faire, se forcer, parce que des fois on n'a pas vraiment envie, mais en fait il faut trouver l'envie et essayer un petit peu de trouver quelque chose qui a un sens pour nous et qu'on souhaite vraiment développer, tel qu'apprendre une nouvelle langue. Par exemple, tiens, je vais m'y mettre à l'anglais. Ça va, tant que c'est pas le mandarin, ça va. Voilà, donc ces expériences nouvelles vont amener à la personne à fournir plus d'efforts et à travailler plus ses fonctions. C'est comme si vous prenez une nouvelle route pour rentrer chez vous. Donc si vous prenez l'habituel, donc vous aurez tendance à faire des gestes automatiques. Et voilà. Le fait de changer par exemple de trajectoire va vous permettre, vous serez plus concentré, faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, vous ne ratez pas une bretelle par exemple, etc. Donc c'est la même chose au niveau de notre cerveau. Le fait qu'il va faire une nouvelle expérience, ça va un peu l'inciter à travailler encore plus ses fonctions au fur et à mesure. Et ça va aussi créer des neurones et de la connexion neuronale en cerveau. Voilà. Il y a la notion de plasticité cérébrale dont on parle. D'accord. Qui joue un rôle très très important, la plasticité cérébrale, en stimulant justement le cerveau. Il y a justement la connexion neuronale qui va justement augmenter et comme ça que le cerveau justement va pouvoir résoudre les problèmes ou les problématiques de la vie quotidienne. Il y a aussi, donc là on est rentré un petit peu dans la solution, on va en donner encore vers la fin de l'émission, on va essayer de donner un maximum de solutions aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais en fait, il y a aussi, comme on a dit, là, il y a la fatigue, il y a cette fatigue comme pour quelqu'un qui travaille au quotidien, qui a une surcharge mentale. Mais il y a aussi les trois types de pensée. Il y a aussi la pensée aussi qui peut fatiguer, nous fatiguer énormément.
Les ruminations comme ça, absolument, qui vont accompagner un état de stress généralement ou d'anxiété. Voilà, la personne, elle est trop un peu sur les erreurs de pensée, sur ce qu'il faut pas, etc. Donc il y a la pensée subite, donc c'est cette pensée auquel on est en train de faire quelque chose et subitement donc on a cette pensée qui arrive, donc qui va nous, comme vous dites, qui va aussi nous mener vers la rumination. Oui, exactement. Donc cette rumination, c'est rester toujours dans le même schéma de pensée et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait ça nous épuise. Ouais. Bien sûr, ça nous empêche aussi de nous concentrer sur l'essentiel. On va dire, on va rester toujours dans ces pensées répétitives tout au long de la journée, ça va nous distraire un peu de ce qu'il y a à côté. Il y a aussi le sommeil, donc qui a une part... une très très belle part dans cette histoire de fatigue cognitive. Le sommeil a toute son importance aussi, n'est-ce pas? Oui, on va dire qu'il y a des personnes qui souffrent d'un sommeil, d'une insomnie au début de la nuit. Donc, elles vont se mettre au lit et elles vont avoir des difficultés à retrouver le sommeil. Donc, par conséquent, elles vont dormir tard, elles vont se réveiller, par exemple, à 6 heures pour repartir au travail. Et c'est un enchaînement au quotidien qui va fatiguer la personne parce qu'elle sera en manque de sommeil. Et il y a le sommeil au milieu de la nuit, des personnes qui ont des coupures comme ça de sommeil, à partir de 2 réveils nocturnes par nuit, sans pouvoir retrouver le sommeil. Donc ça peut poser problème au quotidien si cet état vraiment va être prolongé. Il y a aussi l'insomnie. Oui, l'apnée du sommeil aussi. Oui, exactement. Donc beaucoup de personnes ignorent cet aspect-là, mais vraiment c'est un aspect très sérieux. Après l'insomnie matinale, se réveiller à 4 heures du matin, on est dans nos pensées, etc. et avoir du mal à retrouver le sommeil. Du coup, on va rester réveillé et partir à 7 heures pour travailler, par exemple. Déjà, ça fait une journée qui commence très tôt, donc qui va nous épuiser. Voilà. Que ça soit... Donc, à la longue, sur des mois, quand même, l'impact va se voir. Mais après, si ça arrive occasionnellement... il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bien sûr. Très bien. Je rappelle... Voilà. Oui, il y a aussi, je rajoute, il y a aussi le sommeil et l'alimentation aussi. Exactement. Et justement, l'usage excessif des écrans. D'accord. On va rappeler juste le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez un de ces symptômes. Donc, si vous oubliez, si vous avez des blancs ou alors vous oubliez donc les mots aussi qui vous échappent, il y a lieu de s'inquiéter. Si donc vous souffrez de tout ça, vous pouvez nous appeler. Donc, nos spécialistes sont là pour répondre à vos questions ou tout simplement partager avec nous vos témoignages. Donc, au 021 23 98 91. Donc, on revient, on reste toujours dans le sommeil qui a vraiment toute son importance. Est-ce qu'il faut réellement, quand on est dans cet état-là, prendre conscience de l'importance du rituel du sommeil? Est-ce que si on a vraiment ces difficultés, il faut vraiment mettre en place un rituel? Comme on a dit, si c'est durable et prolongé, il faut vraiment consulter pour voir si c'est vraiment un problème. Parce que si la personne n'arrive pas, ou bien elle a des insomnies et tout, c'est périodique et tout, c'est tout à fait normal. Mais si, par exemple, la personne reste longtemps avec justement ce problème d'insomnie, il faut consulter un psychiatre pour voir l'origine justement et pour traiter. Pour traiter. D'accord. Donc cette fatigue peut entraîner énormément de changements dans la vie de la personne. Par exemple, elle va peut-être se murer dans le silence. Là, on aura de moins en moins envie peut-être de parler, de sortir par exemple avec ses amis, de ne même plus avoir la force d'aller prendre un café avec des amis. À partir de là, il faut réellement commencer à s'inquiéter. Oui, bien sûr, quand ça impacte la qualité de vie de la personne, quand elle se rend compte qu'elle vit pas un bien-être, un équilibre comme avant. Aussi, il y a des difficultés qui sont rapportées par l'entourage. Par exemple, on va lui faire des remarques. Voilà, justement, c'est ce que je disais. Donc, il y a l'entourage. Il faut prendre en considération aussi les remarques qu'on a fait. Un état de comparaison entre avant, après, etc. Par exemple, le fait de s'isoler, comme vous l'avez dit, le fait d'éviter les discussions, éviter de répondre au téléphone. Il y a une patiente ça me rappelle une patiente, qui m'avait dit que j'évitais même de répondre au téléphone parce que j'arrivais pas à trouver le mot, c'est suite dans les idées, développer l'idée, parler de tout et de rien, etc. Ça devenait pénible pour elle.
Bon, à côté, il y a les oublis, oublier un gâteau au four, oublier un peu de faire le linge, etc. Donc, tout ce qui va avec. Voilà. En fait, toutes les choses les plus simples, on va dire des choses basiques qu'on a l'habitude de faire, deviennent réellement... Oui, c'est l'incapacité à gérer. On ne sait plus ce qui est urgent, ce qui est important, par où on doit commencer, comment on va organiser toute notre journée. Donc, si on a par exemple 3 rendez-vous, un rendez-vous chez le dentiste, récupérer des documents importants, voir un ami, etc. Donc, on ne va pas pouvoir faire toutes ces tâches durant la journée. On va perdre pied, on va dire. Voilà, c'est le manque de gestion, c'est le manque d'organisation et de planification. Et justement, à ces personnes-là, on peut justement les aider à travers des planifications, des organisations, des programmes et tout, afin... Concrètement, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? De planifier, de travailler justement sur la mémoire de travail afin de noter. Donc planifier, c'est-à-dire par exemple se lever le matin et prendre note de toutes les choses qu'on a besoin de faire, qu'on doit faire. Il y a certains outils aussi qu'on peut utiliser pour structurer un peu, pour permettre à la personne d'être plus structurée. Donc, par exemple, la matrice d'Eisenhower qui va compter sur ce qui est urgent, ce qui est important. C'est quoi exactement la matrice? Oui, donc on aura 4 rubriques. Donc, ce qui est urgent et important, ce qui est urgent mais pas important et urgent, et ni urgent ni important. D'accord. Alors, pour les choses qui sont urgentes et importantes, je dois les faire, commencer par les faire tout de suite. Les choses qui sont importantes mais pas urgentes, je vais les planifier parce qu'il n'y a pas d'urgence. Les choses qui sont urgentes et pas importantes pour moi, je vais essayer de déléguer. Et ça, c'est un autre problème. Il y a des personnes qui veulent tout faire par elles-mêmes et ont du mal à demander de l'aide ou là à déléguer à une autre personne. Donc là, il faut vraiment s'y mettre. Il faut parfois dire que je ne peux pas gérer tout ça. Je vais demander de l'aide à mon conjoint, à un ami, à un proche, etc. Il y a les choses aussi ni importantes ni urgentes qui vont un peu nous bouffer du temps au quotidien parce qu'on commence par ces choses un peu facultatives. Après, je me rends compte que ce n'était pas nécessaire que je le fasse et ce n'était pas urgent, etc. Donc ça, c'est à éliminer. Voilà. Donc à partir de là, la personne va revoir ses priorités et commencer par les tâches les plus importantes, les plus urgentes et les plus prioritaires. Elle ne va pas s'encombrer avec des choses facultatives durant la journée. Et tout ça doit être noté, noir sur blanc, à l'ancienne sur du papier ou peut-être des rappels sur le téléphone? Oui, justement. Ça dépend de la personne. Il y a même des applications sur téléphone comme Mind Map, comme Schematics Mind pour schématiser un petit peu, organiser sa journée ou bien sa semaine. Il y a des semainiers et tout pour organiser. Il y a des choses qui sont justement sur tablette et téléphone et tout, et ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle préfère. Voilà, c'est ça que je vous ai dit. Est-ce que certains préféraient le calepin, le stylo, prendre le temps d'avoir cette gestuelle? Pour certains, c'est un plaisir encore d'écrire. Sa stratégie aussi. Par exemple, sur des étiquettes, les coller un peu. Aussi. Est-ce que c'est bien? Donc ces petits post-it. Oui, bien sûr, surtout les personnes qui sont portées sur le visuel, donc ils vont avoir tout à leur portée. Il y a aussi l'aspect organisationnel de l'environnement. Donc, si on vit dans un environnement encombré, donc ça va un peu nous rendre les choses difficiles à faire, déjà sur le plan motivationnel. Donc, il faut vraiment aménager son espace de vie, son espace de travail. Par exemple, si vous entrez dans un bureau et vous voyez tous les dossiers empilés, mal organisés en des autres. C'est clair que déjà, on sera fatigué. Même si on n'a pas de fatigue mentale, on va traîner encore plus. Donc, il faut vraiment bien organiser son quotidien, faire que les choses dont on a besoin sont à portée de main, les choses qu'on n'utilise pas sont rangés à part, etc. Donc cet aspect organisationnel va vraiment soulager la personne au quotidien. C'est un conseil qu'on peut donner aussi donc à tous les bacheliers qui sont en pleine période de révision. Il ne reste pas grand-chose, mais en fait, c'est très important aussi du lieu. On en a parlé, donc le lieu de travail doit être fixe. Si on a un bureau, on utilisera notre bureau, ou sinon on prendra un lieu de la maison, mais ne pas se disperser et surtout obligatoirement que ça soit rangé.
ranger, ranger à sa manière, hein, ça, on peut avoir chacun sa façon de ranger. Ça aide énormément, trier par couleur, par ordre alphabétique, ça dépend les cours. Par exemple, je vais mettre une couleur rouge pour tout ce qui est maths, une couleur jaune pour tout ce qui est d'autres matières où je dois vraiment les répéter, une répétition espacée. Donc, je vais répéter le matin, l'après-midi. Donc, je vais choisir une autre couleur, par exemple. Espacée entre les matières aussi. Oui. Par exemple, faire mathématiques et physique le soir, mathématiques, par exemple, telle journée. Espacer entre les matières, c'est important sur le plan cognitif afin de justement stocker l'information convenablement et justement la récupérer en situation ou en cas de besoin, la récupérer justement en situation d'examen. Donc il est important donc, de mettre en place toutes ces manières de fonctionnement. Oui, après on va dire que choisir le moment de la journée où je suis le plus éveillée, le plus efficace. Donc la matière la plus difficile, je vais la faire par exemple le matin, du coup, pour être en pleine forme. Et donc c'est vrai que le matin, le cerveau est frais, c'est ce qu'on se dit? Généralement oui, mais il y a d'autres aussi personnes qui vont préférer de faire ça l'après-midi et tout ça, tout dépend de son profil. Après, laisser les matières qui nous demandent juste une lecture, etc. pour après. D'accord, pour les moments où on n'a pas autant de tonus, on va dire. Il y a aussi une méthode Pomodoro qui consiste à faire des cycles de 25 minutes de révision, 5 minutes de repos. Et après 4 cycles, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes, je vais prendre un repos plus prolongé, une pause plus prolongée. Donc, pas mal d'étudiants l'utilisent. Certains ont rapporté aussi cette efficacité. C'est surtout, ça concerne les personnes qui n'ont pas cette notion du temps, qui vont rester 2 heures et puis se dire, oh, ben, j'ai rien fait pendant ces 2 heures. Absolument. Voilà. Donc, 25 minutes comme ça, répartir en petites tâches comme ça pendant 25 minutes, 4 cycles, et puis prendre une pause plus prolongée. Après aussi changer d'environnement, sortir faire une petite marche, respirer un peu. Il n'y a pas besoin de rester bloqué dans sa chambre H24 pour réviser et tout ça. Parfois sortir, faire une conversation, appeler un ami, etc. Ça peut aussi permettre cette coupure entre révision et repos. Et pas aller vers les téléphones. Justement, diminuer le maximum tout ce qui est écran et spécialement le téléphone. Concernant les bacheliers, on voit que généralement, ils s'enfuient directement au téléphone pour alléger un petit peu la charge. De pause, en fait, c'est vraiment déconseillé. C'est déconseillé, oui. Car justement, les étudiants essayent de s'enfuir vers le téléphone afin de justement déstresser un petit peu, mais au contraire, c'est des rayons bleus qui affectent le cerveau et qui justement affectent l'attention et la concentration de la personne. On peut dire que le fait d'aller, par exemple, quand on révise ou on apprend un cours, on essaie de le mémoriser, et le fait d'aller juste quand on s'arrête, on fait la coupure, au lieu de laisser, on va dire, le cerveau reposer, quand on va sur un téléphone portable ou sur un réseau social, est-ce que c'est vrai que ça va empêcher, on va dire, bien d'ancrer toutes ces informations? En fait, je dirais plutôt oui. C'est le fait d'être exposé à un surflux d'informations sur les réseaux sociaux, par exemple, et la personne ne va pas filtrer dont elle a besoin ou pas. Donc cette surexposition à des informations comme ça en continu et sans un sens, sans avoir un but, etc., qui va encore surcharger notre cerveau. Très bien. Donc en parlant de surcharge mentale ou surcharge cognitive, est-ce que le fait de mettre la pression à nos enfants vont les fatiguer encore plus? Ben oui, il faut vraiment... En fait, c'est pas la veille, c'est toute l'année. La personne doit réviser, doit se préparer, c'est toute l'année. Mettre la pression à un mois près de l'examen et enchaîner comme ça des cours de soutien, ça arrive tout le temps, on entend souvent les étudiants, je vais faire le cours de soutien physique le matin, après, maths, sciences, etc. Ils enchaînent comme ça des cours. Voilà, on ne va pas pouvoir assimiler toutes ces informations en un temps record. Et surtout si on n'a pas les bonnes techniques aussi pour réviser. Donc vraiment, c'est tout au long de l'année qu'il faut se préparer. Et même pour les parents, accompagner les enfants tout au long de la scolarité, je dirais même. Et pour une personne qui n'avait pas l'habitude d'apprendre seule, elle a toujours été dépendante de sa maman, par exemple, pour apprendre, etc. Donc c'est pas quand elle va arriver bac, mais maintenant tu te débrouilles, il faut que tu fasses seule, etc. Donc non, c'est vraiment un accompagnement à long terme. À long terme.
Superbe. Il y a aussi une bonne part de communication aussi qui a toute son importance avec ses étudiants, savoir comment parler à son enfant. C'est une période cruciale pour lui, difficile, compliquée, où c'est un mélange de stress, d'anxiété, de peur aussi. Donc l'importance des parents et de la manière dont on communique avec les enfants. Justement, on parle de l'accompagnement. L'accompagnement des enfants durant cette période ou bien durant toute l'année, c'est très important. Quand les parents ont une bonne communication avec l'enfant, l'enfant justement peut dire ce qu'il ressent, ou s'il est frustré. Justement, on reçoit au cabinet, on reçoit des enfants qui se plaignent de la charge du programme ou bien de difficultés. Mais quand les parents ne parlent pas avec ces enfants, ne parlent pas avec leurs enfants, ils ne peuvent pas savoir réellement si l'enfant a un vrai problème ou bien il ne veut pas réviser, il ne veut pas faire ses tâches, il ne veut pas faire ses devoirs. Donc la communication, elle est très très importante. Accompagner l'enfant et l'aider à faire face à ses difficultés, c'est important. Voilà. Très bien. Donc, on va revenir donc à notre sujet principal, donc qui est cette fatigue cognitive. Comment une personne peut-elle, que doit faire cette personne qui est dans cette situation pour pouvoir améliorer son quotidien? Par exemple, on va essayer de prendre une journée type pour une personne. Quelles sont les activités qu'on doit inclure? Quelles sont les choses qu'on doit éviter, surtout? Oui, on commence par l'aspect organisationnel dont on a parlé. On évite aussi la procrastination, les choses qu'on peut faire en 10 minutes, qu'il faut les régler. Il ne faut pas attendre que les tâches vont s'accumuler au fur et à mesure et perdre pied. Il faut éviter aussi les facteurs de stress. Donc, il ne faut pas trop se mettre la pression. Je dois faire. Il y a le je dois faire. Je dois faire ceci et ceci et cela. Aussi favoriser tout ce qui est activité plaisante pour un peu se déstresser, etc. Donc, alterner activité physique et activité intellectuelle. Par exemple, je ne vais pas rester sur mon travail tout le temps. Je vais essayer de faire une autre activité qui me demande plus d'effort physique que mental. Donc, alterner les deux, etc. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Justement, dans l'exemple, dans la période des examens et tout, on trouve des parents qui interdisent les enfants à, par exemple, faire les disciplines comme le sport et tout. Oui. Donc il y a beaucoup de parents qui leur disent bon, c'est une année où tu vas passer ton BEM ou tu passes le bac, donc on arrête le sport. On arrête pour cette année. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est au contraire. Quand il y a une activité physique, ça veut dire que le cerveau est en bien-être. Il peut donner justement des choses et il peut faire face à justement des situations d'examen ou autres. Voilà. Mais si le cerveau est fatigué, c'est vraiment la surcharge. Si l'enfant est devant juste ses devoirs, tu dois faire ça, tu dois apprendre les cours et tout, sans avoir un moment de plaisir et tout, c'est beaucoup pour l'enfant. Voilà. Vous, dans votre cabinet, vous recevez souvent comme ça des enfants qui sont en surcharge mentale à cause on va dire de cette pression? Justement, il y a des enfants qui sont en surcharge mentale ou bien des difficultés scolaires. Donc, pour détecter ça, comme je vous ai dit, c'est l'évaluation qui peut déterminer ça. Mais en surcharge mentale, l'enfant n'arrive pas à gérer l'apprentissage des cours, n'arrive pas justement à apprendre. On va justement lui donner des méthodes et des stratégies pour faciliter l'apprentissage, comme les cartes mentales, comme la planification, schématiser, donner des couleurs. Et l'évaluation, pourquoi elle est importante? Parce que quand on fait l'évaluation, on peut savoir si l'enfant a une bonne mémoire visuelle ou une bonne mémoire auditive. Et donc ça voilà. Vous arrivez-vous à le déceler quand vous faites tous ces tests? Des tests, exactement, des tests orthophoniques et psychologiques pour voir si l'enfant est très développé dans la mémoire visuelle ou au contraire la mémoire auditive. Et comme ça, on peut justement donner les solutions pour les parents afin d'utiliser ces solutions dans la vie quotidienne et aussi utiliser des exercices ludiques, des jeux éducatifs pour stimuler encore le cerveau
à encore travailler, à créer justement la connexion neuronale. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? Ben, je pense qu'elle a tout dit, voilà. Donc, on va revenir un petit peu à, comme je vous l'ai dit, donc l'organisation, c'est donc de s'organiser, essayer d'un petit peu de mettre de l'ordre dans sa vie quotidienne, dans ses journées, c'est important. Donc, on va commencer, comme vous avez dit, par essayer de mettre de côté donc tout ce qui est facultatif et qui n'est pas vraiment important. Oui. Voilà. Arrêter aussi de je dois faire, ça on le fait tous, c'est oui, je dois voilà, faire, je ne dois pas acheter, trop je se dois... mettre la pression. Après, il y a la méthode de 1, 3, 5. Donc, 1, commencer par la tâche la plus difficile et celle qui prend plus du temps et nécessite plus d'efforts. Après, 3 tâches moyennes qui nous demandent un effort moyen, on va dire. Et puis, terminer la journée avec 5 tâches rapides à faire et qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts. Donc, ça peut aussi être utile pour les personnes qui ne savent pas par où commencer. Oui, c'est vrai. Des fois, on a un petit peu de mal, on ne sait pas par où, comme vous le dites, on doit commencer. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est on va essayer de se trouver du temps. Est-ce que quand, par exemple, vous avez un patient qui est dans cette situation de surcharge mentale, est-ce que vous lui demandez d'avoir des temps de pause à lui, des moments, on va dire, pas d'isolement, ou des moments où il doit être seul, un petit peu loin du brouhaha, de la famille, de la pression, se ressourcer un peu. Oui. Déjà, on avait dit le week-end, des personnes qui vont enchaîner le travail, continuer, etc. Même le fait de penser à l'organisation de la semaine au travail, en soi-même, ça nous permet. C'est déjà épuisant. C'est déjà épuisant. Déjà de penser à la semaine prochaine, en fait, être un petit peu toujours dans la planification à long terme. Qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce que je dois faire après, etc. Donc là, il faut vraiment prendre un temps de repos, essayer de couper le week-end, d'aller quelque part, faire une promenade, faire une activité plaisante, profiter avec sa famille, etc. Faire la discussion avec un ami et tout ça, un peu pour se soulager du quotidien stressant et qui nous demande beaucoup de pression. Est-ce que vous conseillez à vos patients de partir en excursion? Les excursions le week-end est un moyen, on va dire, extraordinaire de décompresser, de vider la tête. En connaissant le patient même, on va savoir quelles sont un peu ses activités de loisirs, les activités qui ont un sens pour lui. Peut-être qu'une personne va préférer juste de faire la marche, une promenade, une autre personne va faire des randonnées, une autre personne qui va préférer partir avec un groupe, un nouveau groupe, une autre personne qui va favoriser un peu les retrouvailles en famille. Donc tout dépend sur quoi la personne elle est portée. Voilà, donc en fait tout dépendra de la personne comme vous dites et de son profil. Son profil. Oui, d'accord. Il y a aussi justement la respiration et la relaxation, ça aide beaucoup, surtout en période de bac, ça aide beaucoup le cerveau et la personne à être soulagée à travers justement cette respiration, méditation. Cette méditation, oui. D'accord. Donc prendre juste quelques minutes, respirer profondément, essayer un petit peu de se vider la tête. Oui, voilà. Donc, il y a des techniques de respiration abdominale, aspiration carrée, articles comme ça. La méditation, l'endroit paisible, etc. Imaginer un endroit paisible et faire un petit voyage avec soi-même. Voilà. Avec soi-même? Avec Moi, c'est dans l'imaginaire un peu. Voilà. Et qui fait que la personne va un peu se retrouver avec elle-même, faire un voyage, oui. Voilà. Donc, essayer quand même on va dire, de sortir son quotidien, du petit train-train quotidien. C'est essayer quand même de sortir des sentiers battus parce qu'on a très souvent cette habitude où on aime bien, on va dire, directement, par exemple, du travail à la maison, du maison à travail, juste faire quelques courses et ensuite rentrer directement, faire, on va dire, une deuxième journée, que ce soit pour les mamans ou même des fois aussi pour les papas aussi, c'est valable aussi. Oui. Donc, se forcer à se trouver ce petit moment. Oui, en fait, c'est les routines et parfois on n'a pas d'autres alternatives parce qu'on est pris par le temps, etc. Mais oui, pour les femmes, faire un petit tour au marché, déjà, c'est faire une petite marche. Ça peut aussi les aider à déstresser avant de rentrer à la maison ou bien de récupérer les enfants, etc. Voilà. Trouver des moments de coupure comme ça, c'est très important parce que ça impacte sur toute la famille. Absolument. Malheureusement, si la maman est en surcharge, si le papa est en surcharge mentale, c'est les enfants aussi qui sont en surcharge mentale et c'est un fléau qui va impacter toute la famille. Donc c'est important de trouver le temps de faire des petites pauses. On va dire la part de responsabilité ou l'importance donc de la vie de l'entourage est important quand par exemple prendre en considération si l'époux ou alors la femme par exemple dit à son mari
lui donne par exemple quelques pistes, lui dit voilà, tu es différent, tu es plus à fleur de peau, tu n'es plus aussi attentif. Est-ce qu'il faut réellement, il faut vraiment prendre en considération ce que dit l'entourage, parce que des fois on se voile un petit peu la face, on se dit non, 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 je suis bien, non, ça va, mais en fait il faut réellement les écouter. Il y a des personnes qui restent un peu dans le déni, qui justement c'est ça, c'est de ce déni, de s'arrêter et se dire ben oui, il y a quelque chose qui va pas, etc. Mais aller doucement au rythme de la personne, ne pas trop le brusquer, etc. Parfois, ça tarde à venir. Par exemple, des personnes qui viennent consulter, il y a des mois quand même que je lui dis que ça ne va pas et que tu dois consulter. Voilà. Mais la personne aussi a son rythme, a ses obligations. Elle va dire, ben, j'ai un travail à rendre, ce n'est pas pour le moment. Je dois dire, c'est comme pour consulter un médecin pour un autre problème. Donc, on va à chaque fois différer au lendemain, etc. Mais non, là, il faut vraiment s'inquiéter et prendre les choses au sérieux. Oui. Voilà. Prendre la conscience aussi, c'est important. Avoir cette conscience pour justement voir si on a un vrai problème, une surcharge mentale, c'est important. Parce que des fois, comme la collègue a dit, on est dans le déni, on voit les choses, mais on essaye de ne pas voir. Absolument. Voilà. Donc on est pris quand même dans ce tourbillon et donc nos proches, hein, notre famille réussissent un petit peu à nous arrêter, à nous freiner, à nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'entourage est très important, c'est bien d'être bien entouré, de retrouver par exemple une oreille attentive, une personne qui nous écoute, etc. Il y a des personnes qui arrivent à faire aussi l'accompagnement de son proche, etc., tout en l'écoutant, en étant bienveillant, etc. Jusqu'à arriver à la consultation, à consulter un professionnel. Voilà, et c'est important de consulter un professionnel quand on voit qu'on n'y arrive pas seul, qu'on a besoin d'aide, il ne faut absolument pas hésiter. Quand c'est vraiment durable. Et surtout quand ça dure dans le temps. Oui, il faut consulter. Parce que ne pas laisser traîner, ne pas laisser les choses passer, ne pas sous-estimer aussi, c'est très très important. Donc ne pas sous-estimer nos sentiments, nos sensations, nos émotions, les prendre réellement au sérieux. Surtout quand ça impacte sérieusement notre qualité de vie et notre bien-être. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Voilà, donc 1 heure est passée rapidement. Merci. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie de vous accompagner pendant cette petite heure. Je vous dis, bien entendu, d'abord, puisque, Inch'Allah, l'Aïd, ça sera après-demain. Taïdou b'saha ou l'hna, Inch'Allah. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine, donc lundi, même heure, même chaîne. Et pendant ce temps-là, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir.